À la une ce soir, la disparition des suites de maladie d'un grand serviteur de l'État. Bila Charles Kaboré passe l'arme à gauche à 90 ans. Ancien ministre des Finances, ancien vice-gouverneur de la BCEAO. L'administrateur civil retraité depuis 1985 est le père de l'actuel chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, qui était l'homme que toute la nation pleure aujourd'hui. Élément de réponse dans ce journal. Une question dans ce journal, quelle place occupe la gouvernance économique dans les projets de société des différents candidats à la présidentielle du 22 novembre prochain? Une question posée ce matin par le site web aux candidats à l'élection du président. Les éléments de réponse, c'est à suivre dans quelques instants. Dans ce journal, nous irons sur les traces des habitants du village de Kombouri dans la Kossi, un village totalement vidé de ses populations après des attaques terroristes, des déplacés internes qui sont accueillis à Djibasso où population et autorités sont débordées. Vous entendrez le cri de cœur de tous ces acteurs dans quelques instants. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Merci de nous avoir choisis, mesdames et messieurs. La nouvelle est tombée ce mardi en fin de matinée. L'ancien ministre et ancien gouverneur de la BCEAO, ancien vice-gouverneur de la BCEAO, Bila Charles Kaboré n'est plus, mais qui est réellement cet homme que les Burkinabés pleurent aujourd'hui. Retraité depuis 1987, l'homme est un administrateur civil issu de la prestigieuse école normale William Ponty, une qualification qu'il mettra à profit pour contribuer à asseoir les bases de l'administration burkinabé, une administration qu'il a servi et façonné. Bila Charles Kaboré est également le géniteur du président du Faso. Décédé à 90 ans, il reste derrière lui un héritage digne de ce nom, nous dit Rémi Lambert-Nébier. À 90 ans, Bila Charles Kaboré tire sa révérence à une période où ses conseils avisés restent encore précieux pour ses proches. Il faisait partie des rares pionniers de l'administration burkinabé toujours en vie. Une administration qu'il a vue émerger, une administration qu'il a servi et façonnée. Sorti de l'école normale William Ponty en 1954 avec un baccalauréat série sciences expérimentales, Bila Charles Kaboré fut d'abord enseignant de 1955 à 1958. Des études plus poussées à l'Institut des hautes études d'outre-mer lui permettront d'intégrer le cercle restreint des cadres de l'administration voltaïque à partir de 1961, avec des nominations à des postes de responsabilité dans différentes institutions. Il fit son entrée dans le gouvernement de la Première République en octobre 1963 et assumera successivement le poste de ministre des Finances, puis de la Santé publique jusqu'en 1966. Vice-gouverneur de la BCEAO de 1975 à 1982, Bila Charles Kaboré servira les 2 premières années de la Révolution en tant que conseiller technique et secrétaire général de la présidence du Faso, avant son admission à la retraite en janvier 1985. Connu pour sa modestie, son humilité et sa loyauté, il lui aurait même été proposé de prendre la tête du pays après le soulèvement populaire du 3 janvier 1966, proposition qu'il aurait refusée. En ce 27 octobre 2020, il est regretté par plusieurs hommes d'État burkinabés qui ne cessaient de défiler à son domicile pour prendre des conseils éminemment d'intérêt général. Pieux et fervent catholique, que de prier pour le repos de son âme depuis l'église de Dapoya, où il ne manque jamais la messe de 5 heures. Bila Charles Kaboré tire sa révérence en laissant un immense héritage à son pays qu'il a servi toute sa vie. Après une telle vie remplie, Papa Bila Kaboré, vous méritez votre repos éternel. Partez en paix. C'est toute une nation qui ne vous oubliera jamais et qui reste fière de son fils. Cette question à présent, quelle place occupe la gouvernance économique dans les projets
de société des différents candidats à la présidentielle du 22 novembre prochain. La question est posée par le CIFWeb aux prétendants à la magistrature suprême. À l'heure de la réponse ce matin, la candidate Yeli Monique Kama était la seule présente. L'unique femme dans la course s'est prêtée aux questions du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. La synthèse des échanges avec Luco Pakbelgen. C'est en quelque sorte un entretien d'embauche pour les candidats à l'élection présidentielle, ce cadre d'échange organisé par le CIFWeb, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Le CIFWeb entend par là offrir cet espace aux prétendants à la magistrature suprême afin qu'ils se prononcent sur la place qu'occupe la gouvernance économique et financière et les mécanismes de sa mise en œuvre dans leur programme de société. À cet exercice, Yeli Monique Kam est la première à se présenter. Nous avons constaté, en faisant le bilan, que cette démocratie-là, notre démocratie comporte beaucoup de pathologies. Et ce sont ces pathologies que nous appelons gabegie, corruption, surfacturation. Voilà. Et nous avons cherché à comprendre quelles étaient les causes. Pourquoi ces gouvernants peuvent être accusés de gabegie, de mauvaise gestion. Et le constat est que malgré les efforts fournis depuis les indépendances, nous sommes encore pauvres. Et les inégalités se creusent, s'accentuent de jour en jour, et c'est ce qui alimente toutes les tensions sociales. Pour la candidate du MRB, le mouvement pour la renaissance du Burkina, la gouvernance vertueuse commence par l'exemplarité. Pas de place pour une gouvernance partisane, poursuit-elle. Le candidat est élu pour la population et non pour son parti. Au-delà des lettres d'intention appelées projets de société qui ne sont que des promesses, la qualité du candidat devrait plus intéresser les électeurs. Donc nous avons prévu des mesures préventives et des mesures curatives. La mesure préventive, c'est que il nous faut trouver une troisième voie. Dans tous les cas, ce que nous avons proposé dans notre projet de société que j'ai partagé avec vous, à travers une chambre, l'institution d'une chambre des sages, composée de 130 membres dites par région, constituée d'autorités spirituelles. Puisque, si vous regardez, nous croyons bien à ces autorités spirituelles, notamment pour tous nos problèmes, nous allons vers eux pour demander leur médiation. Alors, il faut les instituer. Ensuite, les anciens chefs d'État trouveront une fonction là-bas pour partager avec nous leur expertise, leur expérience et aussi nous contrôler. Placer la gouvernance économique et financière au centre de son projet de société intéresse en premier lieu le CIFWeb qui fait de la promotion de la bonne gouvernance économique et financière sa principale mission. À cette étape importante de notre vie démocratique, et jalonné donc de multiples sollicitations à l'endroit des candidats qui briguent la magistrature suprême, il nous a paru utile d'attirer l'attention des candidats à l'élection sur la nécessité d'instituer une vertu dans la gestion des finances publiques. Le souhait du CIFWeb est de recevoir les 13 candidats ou leurs représentants à ce cadre d'échange, mais hélas, calendrier et programme d'une bonne partie ne leur ont pas permis de se présenter à l'ouverture. À quelques jours des élections présidentielles et législatives prévues pour ce 22 novembre 2020, le CIFWeb encourage les différents candidats à prendre en compte des points de plaidoyer issus de ces études. Venons-en à présent au grand format de ce 19h30. Il nous conduit dans la réalité des déplacés internes de la boucle du Mouhoun. Dans la commune de la Kossi, le village de Kombouri s'est totalement vidé de tout son monde. L'administration locale est complètement à bout de souffle et une bonne partie de ces nouveaux déplacés internes se retrouvent désormais réfugiés à Djibasso. Dans cette ville, ils tentent de survivre en nourrissant l'espoir de regagner un jour leur terre. Arsène Konditamdi. Grenier incendié, habitation vandalisée, sur ces clichés, ce qui reste de Kombouri. Cette commune de la province de la Kossi, à une cinquantaine de kilomètres de Djibasso, n'est plus que l'ombre d'elle-même après le passage des présumés terroristes. Une véritable technique de la terre brûlée. 7 villages de la commune se sont littéralement vidés de leurs habitants depuis la mi-août. C'est ici à Djibasso qu'une bonne partie des habitants de Kombouri a trouvé refuge, parfois dans des conditions exécrables. À pied, à vélo
ou entassés dans des charrettes, ce fut le parcours du combattant pour ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Dans cette concession, Alaï et la quarantaine de membres qui composent sa famille broient du noir. Cet agriculteur acharné a tout perdu. Du bétail, des vivres et tout ce qu'il gardait jalousement comme bien. Nous avons tout perdu. Tout est parti en fumée. Le mil, le riz et toutes les autres cultures. Le bétail aussi n'a pas été épargné. À notre arrivée, nous étions 41. Mais actuellement, nous sommes 40, car un enfant de la famille est décédé. Cette concession de 4 pièces a été gracieusement mise à la disposition d'Alaï et sa famille par un ressortissant de Kombouri. Une épine en moins au pied de ce chef de famille. Sans emploi et sans ressources, il aurait été difficile de s'acquitter du loyer, en plus des charges liées à la santé et à la restauration. Avant de fuir, nous avons tenté d'emporter ce qui pouvait l'être dans nos greniers. Nous avons pris le peu d'aliments qui n'étaient pas totalement incendiés. C'est ce que nous utilisons ici pour nous nourrir, en plus de l'aide alimentaire que nous recevons. C'est vrai, ce n'est pas suffisant, mais nous n'avons pas le choix. Il faut faire avec. Nous sommes plus de 30 personnes à loger ici. L'espace est trop petit pour ce beau monde. Depuis que nous sommes ici, nos enfants tombent régulièrement malades. Le peu d'argent que nous avons a été investi dans la santé. De nombreux autres déplacés vivent dans ces tentes de fortune aménagées par le HCR. Moussa Djibo, le maire de la commune rurale de Kombouri, vit à Nouna et rend régulièrement visite à ses ex-administrés. C'est un sentiment de déception et de découragement. Voilà, parce que les parents, ils ont fui chez eux en abandonnant tout derrière. Les récoltes, et les vivres, les animaux, de l'argent, des habits, ils sont sortis sans rien. Voilà, donc, souvent, tu parles et rends visite, tu n'as que des yeux pour pleurer. Tu n'as que des yeux pour pleurer. Dans cette épreuve, c'est un maire désemparé qui tente comme il peut de venir en aide aux populations déplacées. Aujourd'hui, j'arrive à me contenir parce que dans les temps passés, quand on m'interviewe comme ça par rapport à la situation qui prévaut dans nos communes, c'est les larmes aux yeux. C'est les attaques qui ont conduit à ce que les chefs de la commune ont commencé successivement. C'est le 11 août. Et ça a été des attaques successives. Voilà. Donc, jusqu'au 16 août, là, le village s'est complètement vidé. Et quand le village s'est vidé, il y a beaucoup qui se sont dirigés vers les communes comme Djibasso, Bomorkui et Nouna. On le voit, cette crise sécuritaire a complètement chamboulé la structure sociale et désorganisé l'administration locale, mais pas que. Dans cette cour vit retranché le chef de Kombouri. Aujourd'hui, le septuagénaire tient une rencontre avec les ressortissants de la localité. Ce désormais déplacé interne a perdu tout espoir. Les dégâts sont énormes. Il est impossible de les chiffrer. Ils ont tout incendié, nos vivres, nos animaux. Actuellement, je ne me considère plus comme un chef parce que j'ai abandonné mes terres. Un jour, après mon arrivée, je suis allé présenter mes respects au chef de Djibasso. Il ne peut plus se considérer comme un chef, puisque depuis la fuite, il est fréquemment malade. Même quand il est invité à des rencontres à Dédougou, c'est nous qui le remplaçons. Ces déplacés internes de la commune de Kombouri nourrissent un seul espoir, retrouver les terres de leurs ancêtres. Un vœu qui ne sera possible que si les forces de défense et de sécurité sont de retour dans la zone, selon les premiers responsables. Ce qui nous fera le plus plaisir, c'est retourner chez nous. C'est notre souhait le plus ardent. Quand tu abandonnes ton village, tu deviens un indigent. Sans les autres, tu ne peux plus rien faire. Même si nous avons la possibilité de répartir aujourd'hui, nous sommes prêts. Mais si les FTS ne viennent pas, ce sera impossible. Il faut qu'ils y aillent et nous suivrons. Sinon, nous resterons ici à attendre la mort. Nous n'avons plus rien.
nous remettons notre sort entre les mains du Dieu. La commune rurale de Kombori est composée de 17 villages et plus de 15 000 habitants, à moitié des enfants en âge d'aller à l'école. Certains ont pu avoir des inscriptions dans des établissements, mais de nombreux autres vont à coup sûr rester sur le carreau pour cette année académique. Un autre casse-tête pour ses parents qui ne savent plus à quel saint se vouer. Retour à Ouagadougou pour parler à présent des 96 heures de la région du centre. La 3e édition de cet événement qui entend contribuer à l'édification de la paix et autres valeurs de cohésion sociale a connu son apothéose ce week-end lors d'une soirée. Une nuit dédiée aux partenaires de la région et parmi ces partenaires, l'homme d'affaires Lassine Diawara, distingué pour son patriotisme et son dynamisme sur le champ du développement. Reportage. Des tables bien dressées pour un somptueux dîner. Une nuit exclusivement dédiée aux partenaires de la région du centre. Parmi les partenaires, l'homme d'affaires Lassine Diawara, administrateur de plus d'une société dans la région. Ses efforts sont magnifiés à cette soirée. C'est son représentant qui reçoit sa distinction. Son patriotisme, son parcours exemplaire dans le monde des affaires, qui lui vaut donc cette distinction honorifique ce soir. Lassine Diawara n'est pas le seul à l'honneur ce week-end. Associations, entreprises partenaires, sociétés étatiques exemplaires, toutes ont été célébrées. Et tous les collaborateurs de l'ONEA se retrouvent honorés. L'eau, c'est la vie. Nous sommes une référence. Ça, beaucoup ne le savent pas. Le gouvernorat de la région du centre n'a pas un budget. Nous n'avons pas de budget. Et donc, il a fallu que des partenaires s'engagent à nous accompagner pour réaliser cette activité au regard justement de ces objectifs. Les objectifs, c'est quoi? C'est pouvoir faire en sorte que dans la région du centre, on puisse travailler à la paix, travailler au règlement des conflits de façon à l'amiable, hein, et réduire le nombre de conflits. Je vous donne un exemple. En 2017, nous avons dénombré au cours d'un seul trimestre 160 conflits. Et 160 conflits, et à travers les communes rurales et la ville de Ouagadougou, ce n'est pas petit. Donc nous avons travaillé à cela et des partenaires ont compris qu'il faut nous accompagner. Une nuit en marge des 96 heures de la région du centre. Un événement marqué entre autres par les séances de dépistage au cancer du col de l'utérus, des séances de sensibilisation à la culture de la paix, du civisme et de la cohésion sociale. Sur la plus haute marche également, Mamadou Lamine Ouedraogo, lauréat du prix de l'excellence scientifique 2020. Le prix qui vaut 10 millions de francs CFA a été remis le jeudi dernier en présence des autorités en charge de la recherche scientifique, des autorités qui veulent compter sur les scientifiques pour relever les défis du développement. Alexis Belemnaba. Le chercheur et enseignant Mamadou Lamine Ouedraogo de l'Université Norbert Zongo de Koutougou est vainqueur de la 2e édition du concours d'excellence scientifique 2020 avec son thème sémiotique des défis sociaux et problèmes concrets. Malgré l'aspect abstrait de la sémiotique, le chercheur a montré que l'homme peut se servir de cette science pour trouver des solutions aux problèmes qui minent la société. Il remporte ainsi un chèque de 10 millions de francs CFA, un trophée et un certificat. Nous sommes émus parce que on ne s'y attendait pas. Quand on fait des recherches, c'est pour servir la société, mais ce n'est pas en espérant un trophée ou encore en espérant une récompense quelconque. Donc cette récompense vient comme une surprise et bon, cela pourrait davantage booster la recherche, cela pourrait davantage aider à avoir des ailes pour aller plus loin. L'événement qui s'est déroulé sous l'œil avisé des responsables du domaine scientifique a été une occasion pour dresser leur vision future du monde scientifique. Selon le ministre en charge de la recherche scientifique, pour gagner le combat contre le sous-développement, il va falloir compter sur les scientifiques et sur les résultats de leurs recherches. Au niveau du Burkina Faso, le gouvernement a mis en avant la valorisation de la science et de l'innovation, parce que nous sommes bien conscients que si on veut gagner le combat
du développement, le combat contre le sous-développement. Il va falloir donc compter sur les scientifiques, il faut compter sur les résultats de recherche, il faut compter avec l'innovation. Ce qui a fait qu'un certain nombre donc, de mesures et de textes ont été adoptés. L'université Norbert Zongo se place au cœur des innovations. Le professeur Al-Kassoum Maïga félicite ses acteurs et invite les universitaires aussi à l'excellence. Je remercie l'université Norbert Zongo pour l'excellence parce que vous vous rappelez la question du satellite, c'est encore Norbert Zongo. Là, le prix de l'excellence, c'est encore Norbert Zongo. Je vais demander à mes autres universités de prendre la marche assez rapidement, mais je sais qu'il y a des chercheurs compétents partout. Cette fois-ci, évidemment, les critères ont fait qu'on n'a pas pu primer beaucoup de personnes, mais ça aussi, c'est ça la rigueur scientifique. Il ne faut pas faire dans la complaisance. Prix meilleur chercheur dans le domaine des sciences et technologies revient à Étienne Bilgo. Il obtient un certificat, un trophée et un chèque d'1 million de francs CFA. Au total, 17 candidatures ont été présentées dans les filières de formation, lettres, langues, arts et communication, sciences juridiques, politiques et de l'administration, sciences économiques et gestion et enfin sciences et technologies. Toujours dans le monde de la formation et de la recherche scientifique, il a son mot à dire au Burkina Faso et même en Afrique. Il s'agit de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, des yeux qui a accueilli officiellement ses nouveaux étudiants au titre de l'année académique 2020-2021. Témoin de la cérémonie, Majid Bakouan. La tradition est une fois de plus respectée au Desieux, l'Institut international de l'eau et de l'environnement. Ils sont au total 264 nouveaux étudiants issus de la sous-région et de l'Afrique centrale qui intègrent l'Institut pour le premier semestre de l'année académique 2020-2021. C'est une tradition que nous avons ici à l'école d'accueillir chaque année les nouveaux étudiants qui viennent d'arriver et en plus accompagnés de leurs anciens et tout le corps professoral et l'ensemble du personnel administratif technique et des services. Donc pour souhaiter la bienvenue à ces nouveaux élèves ici à Desieux et en plus c'est l'occasion aussi de bien leur présenter l'établissement, le fonctionnement, le parcours, tous les parcours qui existent, et effectivement la vie étudiante, comment elle est organisée à l'intérieur des Desieux. Le président de l'association des étudiants de Desieux invite ses cadets à persévérer dans l'effort pour réussir les études au sein de l'établissement. Il est clair que ici à Desieux, il y aura des moments de stress, moments durant lesquels vous n'aurez que deux possibilités. Soit abandonner et vous faire submerger par les événements, ou vous adapter et surmonter les défis et en sortir grandi. Je trouve que ce sont vraiment des conseils très avisés qui vont nous aider en tout cas à nous intégrer rapidement. Voilà, parce que à Desieux, c'est un système quand même un peu différent des universités d'où nous venons. Voilà, donc ça va nous permettre de nous intégrer plus rapidement et de poursuivre la quête de l'excellence. La cérémonie a été également marquée par la signature de la charte de l'étudiant, un document qui marque la rentrée officielle des nouveaux arrivés et l'engagement qu'ils prennent de respecter les règlements de l'école. Ces nouveaux étudiants sont issus de 14 pays africains. 7 autres écoles de formation supérieure, l'Institut national supérieur d'ingénieurs de FADA, qui a signé une convention avec la société minière Ayam Gold et Sakan, un partenariat qui a permis aux étudiants de cette école de bénéficier d'une immersion d'une année sur le site minier, un stage académique qui s'est soldé par le recrutement de 4 des 10 étudiants stagiaires. Rémi Lambert-Nébier. Pendant une année, la mine de Sakan leur a ouvert ses portes pour une immersion académique. Et durant 12 mois, voire plus, ces 10 étudiants de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de FADA ont renforcé leurs connaissances théoriques par des compétences pratiques. Le stage a été concluant pour eux et c'est ce qui leur vaut cette remise d'attestation. Il faut dire que les 10 ont été répartis dans 5 départements. Donc en usine opération, en usine métallurgie, en mine opération, en mine service technique et en mine géologie. Voilà, et selon donc les domaines, chacun a eu quand même à toucher du doigt des réalités donc, du terrain. Donc j'ai mentionné comme entre autres la gestion des résidus miniers, donc le dynamitage, le forage dynamitage, également la géologie de production,
le traitement des minéraux. Donc ce sont entre autres donc, des domaines dans lesquels on a eu à apprendre donc, beaucoup de choses. Ces 10 étudiants sont les tout premiers bénéficiaires du programme spécial de stage né d'une convention entre IAM Gold et SACAN et l'École nationale supérieure des ingénieurs de Fada. Une première initiative qui donne des motifs de satisfaction à la mine de SACAN. Nous sommes très fiers de la présence de ces étudiants-là, de leur passage. De point de vue comportement, c'est vraiment excellent, ça se souligne. De point de vue santé-sécurité, on a vu aussi leur engagement. C'est notre première valeur, la santé-sécurité. On a vu un engagement vraiment important. Et au niveau technique, on a eu une bonne appréciation de leurs parrains. Donc, on n'a pas vu une déviation par rapport à ce que je viens de dire. Donc nous sommes très fiers et très contents du programme qui est donné à l'école des ingénieurs et au niveau des SACAN. Donc ce n'est qu'un début et on va continuer dans cette lancée-là. Les ressources humaines travaillent, on continue avec l'université pour suivre les étudiants, développer les talents de ces étudiants-là, suivant le programme. Donc ce n'est qu'un début. 4 des 10 stagiaires ont été embauchés par la mine à l'issue du stage. Les 6 autres restants pensent également avoir acquis tout au long de leur stage les atouts nécessaires pour s'ouvrir les portes d'une autre société minière. Voyons à présent cette innovation que l'ONG Meristops International apporte dans ses prestations de services. Un call center gratuit est désormais disponible, un centre d'appel qui veut contribuer à assurer une assistance efficace en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents. Sandrine Zougouri. Pour une meilleure assistance en matière de santé sexuelle et reproductive, appelez désormais au 3005. Le centre d'appel de Meristops International est opérationnel. Je pense qu'il y a assez de place pour nous tous. Une opérationnalisation qui permettra aux jeunes adolescents de bénéficier d'un service complet de santé sexuelle et de la reproduction, sans oublier l'accès aux méthodes de contraception modernes. C'est également un centre d'appel qui peut répondre dans 5 langues, le français, le dioula, le moré, le gourmand-chéman et le fulfulde, qui est accessible de n'importe où sur le territoire burkinabé, qui est un numéro gratuit et sur lequel vous aurez l'ensemble des réponses que vous vous posez à vos questions sur la sexualité, sur la contraception, sur les maladies sexuellement transmissibles. Et j'incite vraiment les jeunes du Burkina à appeler le 3005. Le call center enregistre plus de 3000 appels par mois, des appels traités en toute confidentialité. Posez le 3005, quel que soit le réseau sur lequel on est, que l'on parle moré, dioula, français, fulfulde ou gourmadje, nous sommes à mesure, et même anglais, nous sommes à mesure d'apporter les informations nécessaires aux personnes qui nous appellent. Donc les téléopératrices sont des personnes qui sont formées pour, j'allais dire, apporter leur assistance à tous ceux qui appellent. Donc nous sommes là pour donner des informations sur la santé sexuelle et reproductive et également sur nos centres, sur les méthodes de planification, sur plein d'autres choses. Voilà. Et en plus de ça, nous donnons aussi des conseils. Les gens peuvent avoir des préoccupations. Selon l'UNFPA, le seul problème de la jeunesse, c'est l'information. Et cette initiative de Meristops tombe à pic. Le problème au niveau de la jeunesse et de la santé de la reproduction, c'est l'accès à l'information et l'accès aux prestations de services. Et je pense que ce service, cet appel 3005, un appel gratuit, peut servir de vecteur à cette population de jeunes pour avoir accès à ces services et à cette information de qualité et de manière confidentielle. En responsabilisant les adolescents, Meristops International, à travers sa plateforme QJeune, quartier général des jeunes veut toucher le maximum de jeunes afin de répondre à leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. Coris Bourse a 10 ans d'existence, 10 ans de dynamisme au service de la gestion et de l'intermédiation financière dans l'espace UEMOA. À l'heure du bilan, les premiers responsables de la société sont plus que satisfaits. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Élément de réponse avec Abdou Aziz Sari.
une totale satisfaction. Voilà le sentiment qui anime Yacouba Sarré, directeur général de Coris Bourse. Satisfaction d'avoir réussi en 10 ans à faire de cette société de gestion et d'intermédiation l'une des principales boosters de l'économie de l'UEMOA. De 2010 à 2020, Coris Bourse a contribué à la mobilisation de près de 1300 milliards de francs CFA de ressources d'emprunt, dont plus de la moitié consacrée à l'économie nationale. À ce titre, nous pouvons citer entre autres l'arrangement et le placement de l'emprunt obligataire Coris Bank 6,5% 2011-2018 pour un montant de 5 milliards, la titrisation des créances inhérentes aux moins-values sur les prix des hydrocarbures de la Sonabi pour un montant de 38 milliards 300 millions, l'arrangement et le placement de l'offre publique de vente des actions de Coris Bank International pour un montant de 36 milliards 750 millions en moins de 4 heures. L'arrangement et le placement de 4 emprunts obligataires du Trésor public du Burkina pour un montant total élevé de 442 milliards. Pour le directeur général, si Coris Bourse est parvenu tout au long de cette décennie à imprimer à son activité une évolution régulièrement positive malgré les difficultés rencontrées, c'est grâce à une démarche d'anticipation sur les mutations qui s'opèrent au niveau de l'économie en général et du secteur financier en particulier. En 2015, nous avons créé la filiale Coris Asset Management, spécialisée dans la création, la gestion et le placement des fonds communs de placement FCP, qui permettent à tout profil de particulier de trouver un produit adapté à ses besoins. À Coris Bourse, l'excellence au service du rendement n'est pas simplement une signature commerciale. C'est un défi qui nous invite au quotidien à l'innovation et au dynamisme. Pour les 10 prochaines années, Coris Bourse s'engage à maintenir solidement la barre haute par l'optimisation de ses ressources afin de mieux répondre aux attentes de ses différents partenaires et des États membres de l'UEMOA. Nos perspectives s'articulent autour des projets suivants. La consolidation de nos acquis par l'exploration de nouvelles sources de croissance, notamment par l'installation de nouveaux bureaux de liaison au Bénin, au Niger et au Sénégal. La refonte de notre système d'information de manière à tirer le meilleur parti des nouvelles technologies de l'information par l'offre de nouveaux produits digitaux à la clientèle. C'est en 2010 que Coris Bourse a vu le jour avec un capital de 300 millions de francs CFA. Aujourd'hui, elle surclasse toutes les 30 sociétés de gestion et d'intermédiation de l'UEMOA en termes de solidité financière. Son capital social est de 2 milliards de francs CFA avec des fonds propres de plus de 10 milliards de francs CFA selon son directeur général. Confession d'un maire d'une commune rurale d'Afrique, c'est le bourgmestre de Diguera dans le Kénédougou qui parle dans un livre. L'ouvrage de Oula Emmanuel Traoré dénonce la malgouvernance et propose des pistes de solutions pour une émergence des pays africains. Justin Amontou. Confession d'un maire de la commune rurale d'Afrique. C'est le titre de cet ouvrage d'environ 300 pages écrit par Oula Emmanuel Traoré. Un vécu en tant que maire de la commune de Diguera raconté dans ce livre. L'ingénieur en marketing Oula Emmanuel Traoré dénonce dans ce livre la corruption et propose des solutions pour la gestion de la chose publique en Afrique et surtout au Burkina Faso. J'ai choisi de faire ce travail pour témoigner de mon expérience de la gestion municipale, partager mon expérience, mes joies et mes peines à diriger une commune rurale au Burkina Faso et faire des propositions concrètes aux autorités de ce pays et même aux autorités africaines dans le sens de l'amélioration des choses, aussi bien au niveau de la gestion municipale que de la gouvernance même de nos États africains. L'auteur souligne aussi dans son œuvre des problèmes socio-culturels du continent africain, notamment les accusations de sorcellerie source de stigmatisation et de division. Pour lui, le choix du titre de cette œuvre a un but précis. Les colons ont tracé des frontières artificielles. Si vous remarquez, toutes ces frontières sont en train de disparaître. Nous allons vers un village planétaire. Mon œuvre s'adresse bien sûr au Burkinabé d'abord, mais aussi à l'Afrique. C'est pour ça
le titre « Confession d'un maire d'une commune rurale d'Afrique ». Cette cérémonie de dédicace est l'occasion pour l'auteur d'échanger avec ses lecteurs sur les questions de gouvernance en Afrique. Oula Emmanuel Traoré a été décoré chevalier de l'Ordre national du Burkina Faso. Son livre est désormais disponible dans les librairies et en version numérique. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Bana dans les Ballets. Soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités.